Quand je viens ici, j'essaye de me mouler dans ce qui est imposé, c'est-à-dire le thème. Là, je dois dire vraiment, je pense que je ne vais pas y arriver. D'ailleurs, quand tu m'as dit l'espoir, bon, très bien, j'ai dit le matheux, je crois qu'il n'a pas grand-chose à dire sur l'espoir. Tu m'as dit, si, tu nous parles de Gödel. Alors, je vais commencer par la fin de l'histoire. Il faut quand même savoir que Gödel est un vrai logicien qui a fini par se laisser mourir d'inanition de peur d'être empoisonné. C'est véridique, hein. Bon, alors je ne sais pas si c'est ça l'espoir, mais bon, enfin de nouveau Gödel, on risque d'en trouver dans ce domaine-là. Bon, alors non, plus sérieusement, ce qui se passe, c'est ça dépend où on veut mettre l'espoir. De toute façon, ça traite clairement d'un projet d'ordonnancement du monde mathématique, et on peut voir l'espoir, au contraire, aussi bien dans l'ordonnancement, en disant c'est vraiment là où au moins on a des vérités qui sont là une fois pour toutes. Et donc on peut s'exprimer et on peut laisser jouer toute sa fantaisie dans un cadre où on sait qu'on ne va pas se mettre à raconter n'importe quoi. Pour d'autres, au contraire, l'espoir, c'est justement l'anarchisme, finalement, qui n'est pas tellement de frontières et que tout soit possible. Alors, je laisse chacun arriver ici avec sa notion de l'espoir et je vais plutôt essayer de préciser un peu qu'on ait une lecture ensemble de ce que peuvent être les théorèmes de Gödel, qui ne sont pas uniquement même les théorèmes d'incomplétude, comme tu voulais le dire. Alors, je crois, bon, on va essayer d'avancer dans cette chose-là. Donc, les mathématiques, dans le projet grec d'Aristote et Euclide, hein, c'est les premiers que j'ai indiqués, c'est une tentative pour formaliser le réel. Et c'est vraiment une question de formalisation, c'est pas du tout une question de modélisation. Je crois que c'est la chose qui est tout à fait importante à comprendre. Ce qui est derrière, c'est la question du discours. Chez les Grecs, tu me contrediras ou non, mais vous me contradirez ou non. Mais chez les Grecs, l'importance était l'importance du discours. On a bien vu déjà chez les sophistes, qui étaient les platoniciens avant Aristote. Et Aristote, lui, est arrivé et a codifié, en quelque sorte, le syllogisme derrière. Et puis, Euclide, ensuite, est arrivé, lui, pour mettre en place une certaine axiomatique et puis combiner cette base, qui était en quelque sorte les objets fondamentaux, qui ensuite vont évoluer avec le discours formalisé, mis en place par Aristote, disons en gros. Alors pour nous aider quand même à lire ce tableau, je vais commencer par revenir sur une pratique, notre pratique commune des mathématiques, ce qu'on fait à l'école primaire et éventuellement à l'école secondaire. Donc dans le primaire, qu'est-ce qu'on fait? On commence à apprendre à compter. Et les nombres, c'est le matériau de base, si vous voulez. On apprend les premiers nombres, on manipule des objets, on manipule des bûchettes. Enfin, je sais pas, moi j'avais manipulé des bûchettes. Et puis on apprend à les nommer, puis à les écrire, et puis à former le successeur d'un entier, puis jusqu'à combien tu sais compter, et puis on sait compter un peu plus loin, puis à un moment où on découvre qu'on sait écrire tous les entiers, n'importe quel entier plutôt, former le successeur, on apprend à calculer, on apprend des choses comme ça. Et puis finalement, c'est assez simple parce que si on se trompe, on sait pourquoi. En fait, on a toute une règle pour faire un calcul, on apprend des algorithmes qui ne sont pas si simples que ça. Hein. L'algorithme de la division de deux entiers, c'est un algorithme qui est assez compliqué. Enfin, on sait qu'on doit faire pas à pas telle étape, puis telle autre. Et puis, si à un moment on se plante quelque part, on est capable de le dire. Donc, on a ce genre de discours. Alors, à l'école secondaire, on continue à peu près le même type d'activité quand on étudie l'algèbre. Mais également, il y a un autre type d'activité qu'on développe qui est la partie géométrie. Alors, si vous vous souvenez de la géométrie plane, simplement, je ne peux pas du tout la décrire en disant que la géométrie, c'est comme le calcul. Il y a des objets de base, des points, des droites, des cercles, des triangles, des choses comme ça. Et puis ensuite, une sorte d'algèbre qui permet de manipuler ça. C'est pas du tout ça, la géométrie. Je pense que l'idée qu'on en a de la géométrie, c'est plus d'avoir une sorte de corpus de savoir. Et puis, ce corpus de savoir, on l'enrichit au fur et à mesure. Et je pense que chacun se souvient à un moment qu'il a eu une démonstration de quelque chose. Pour les uns ou pour les autres, ça peut être, je ne sais pas, le théorème de Pythagore, ça peut être le troisième cas d'égalité des triangles, ça peut être le fait que les bisectrices d'un triangle sont concurrentes ou des choses comme ça. C'est clairement des choses qui ne sont pas dans le corpus initial, mais que l'on a déduit du corpus initial. Alors maintenant, il faut voir également que si on se souvient, je pense que personne ne se souvient de ce que peut être le corpus initial. D'ailleurs, ce corpus initial, il est constitué un peu comme on peut, en faisant appel un peu au réel, en prenant des situations qui sont des situations, comment dire, de réel intellectualisé. On fait des déplacements qui sont
pendant un moment des déplacements physiques et puis ensuite des déplacements, simplement des déplacements supposés que l'on fait, des superpositions de figures ou des pliages de papier. Et donc on ne sait pas trop quel est le corpus initial. Et puis les règles de déduction, elles non plus, je crois qu'elles n'ont jamais été vraiment clairement explicitées, et à tel point qu'il est très difficile finalement de dire qu'un discours mathématique, un raisonnement de géométrie est un raisonnement faux. On se doute bien qu'il y a quelque chose qui cloche quand on arrive à un résultat qui est un petit peu bizarre, mais savoir exactement où on s'est planté est quelque chose qui est assez difficile. Donc ça, c'est pas très bien formalisé. Donc j'ai mentionné déjà Aristote et Euclide pour formaliser le discours, ce que l'on ne fait pas dans l'enseignement chez nous. Et l'étape suivante, dans le tableau, il ne s'est pas passé de ce point de vue-là énormément de choses. Bien sûr, je dois vous dire que j'ai un discours qui est totalement réducteur, dans lequel je vais dire des tas de bêtises du point de vue historique, parce que je ne suis pas historien, je vais dire des tas de bêtises du point de vue de la logique, parce que je ne suis pas logicien, je vais dire des tas de bêtises du point de vue des mathématiques, parce que je suis mathématicien, et que je sais bien que l'important, c'est d'essayer de vous dire des choses qui sont peut-être fausses du point de vue mathématique, mais après tout, si elles vous permettent de vous construire une image interne qui n'est pas si mauvaise que ça, j'en serais plutôt content. Bon, donc ne prenez pas au pied de la lettre ce que l'on dit, et d'ailleurs il faut se méfier de ce qu'on prend au pied de la lettre, et c'est bien tout le problème d'ailleurs des conséquences que l'on peut tirer de Gödel. Bon. Alors, donc, on a l'étape suivante, après Aristote et Euclide, c'est Leibniz. Et Leibniz a effectivement comme projet un projet de rendre le discours mathématique aussi automatique que le calcul, que un raisonnement mathématique puisse s'écrire exactement comme on a écrit un calcul et que l'on puisse dire là, ici ça va pas, tu t'es planté, ou au contraire, à chaque étape, le discours est un discours qui tient la route. Donc ça, c'est vraiment son projet, c'est tout à fait clair. Et comme première étape, il complète en fait la syllogistique d'Aristote et il développe justement un premier calcul logique. Donc ce qui est important à souligner, 1666, c'est à peu près la même époque que la logique de Port-Royal. 1662, il faut voir que c'est des logiques qui sont complètement différentes. La logique de Leibniz est une logique qui est une logique de cohérence. C'est pas du tout, le but n'est pas d'arriver à avoir des énoncés qui sont vrais, c'est pas ça le but. Le but de Port-Royal, c'est plus de bien conduire son esprit. Effectivement, il y a une question de justesse de raisonnement qui figure également, mais le but, c'est d'arriver à discerner le vrai du faux. C'est d'avoir des énoncés qui sont vrais. Alors que le discours de Leibniz est complètement différent. Pour lui, c'est la cohérence du discours, c'est une logique de cohérence. C'est une chose qui est tout à fait importante à avoir en tête, cette chose-là. Je développerai ça quand on parlera de logique du premier ordre. Donc, je voudrais revenir rapidement également sur Descartes, Galilée et Newton, qui ne sont pas du tout dans la ligne de ce que je veux raconter. Alors, la place de Descartes, c'est pas du tout, bien sûr, en termes de la logique de Port-Royal, c'était presque un prédécesseur de cette logique-là, c'est pas pour ça qu'il est là, c'est parce qu'il s'est posé une question, il a réussi à faire quelque chose qui est l'algébrisation de la géométrie. Et ça, c'est très important, parce que jusqu'à lui, les objets mathématiques avaient tous une certaine nature. Il y avait des objets de nature algébrique, de nature numérique, il y avait des objets de nature géométrique, et lui fait un peu sauter ces barrières-là. Alors j'en profite pour mentionner quelque chose qui va être totalement absent de ce discours, qui est aussi quelque chose de très intéressant dans le domaine des mathématiques, c'est toute la question, quelle est la nature des objets mathématiques ? Alors en fait, ça c'est quelque chose qui est complètement évacué de notre propos, toute cette ontologie des mathématiques. On ne la prend pas en compte, c'est aussi quelque chose d'intéressant, mais je crois qu'on n'en a pas besoin pour décrire ce qu'est la suite, c'est-à-dire le programme de Hilbert et puis les théorèmes de Gödel. On ne se pose pas cette question de la nature des éléments mathématiques, on se posera avec Hilbert la question de leur existence, ce qui est différent. Donc ça, c'est une chose. Quant à Galilée et Newton, ils sont très loin, ils ne sont pas du tout dans le tableau, c'est complètement différent. Leur projet est vraiment un projet, lui, de modélisation du réel. C'est un projet de développer, si vous voulez, prenez Newton et Leibniz, qui ont développé en parallèle le calcul infinitésimal, pas de façon totalement indépendante, d'ailleurs c'est intéressant de le savoir, mais ils l'ont développé avec des projets qui sont totalement différents. Le projet de Newton, c'est vraiment un projet de modéliser le mouvement. Le projet de Leibniz, c'est pas du tout celui-là, c'est beaucoup plus un projet qui est de maîtriser l'infiniment petit. C'est pas du tout le même genre de discours. Bien.
Alors, je reprends sur la question de l'axiomatisation de la géométrie élémentaire, parce que finalement c'est une bonne façon de voir arriver le programme de Hilbert, qui d'ailleurs lui-même a beaucoup travaillé sur cette question de géométrie, qui est la partie où clairement il y a le plus de travail à faire pour arriver à un discours automatique. Alors qu'on voit bien que du point de vue numérique, on doit y arriver plus facilement, à ce discours automatique. Alors, ce qu'avait donné Euclide dans les bases de ces éléments, il y a d'ailleurs des énoncés qui sont de nature un peu différente. Je ne connais pas exactement la différence de ces énoncés. Il y en a qui sont des axiomes, il y en a qui sont des postulats. En tout cas, il y en a un qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui qu'on appelle le postulat des parallèles, qu'on peut exprimer de plusieurs façons. Une des façons, c'est pas celle d'Euclide, mais c'est peut-être la plus simple à voir, c'est de dire que si on a une droite, alors qu'est-ce que c'est des droites? Ben, au moins, il y a une certaine axiomatique qui fait que quand on a 2 points, par 2 points passe une droite unique. Il y a un certain nombre de choses comme ça. Et le postulat des parallèles dit quand on a une droite et quand on a un point qui n'est pas sur cette droite, donc en quelque sorte la relation d'appartenance, un point appartient à une droite, c'est quelque chose qui fait partie du vocabulaire de base. Si vous avez un point qui n'appartient pas à une droite, on peut faire passer une droite par ce point qui ne rencontre jamais, qui n'a aucune intersection avec la droite qu'on avait au départ. Ça, c'est le postulat des parallèles. Et les gens se sont posé longtemps la question, comment est-ce qu'on peut essayer de le démontrer? Et donc, l'étape suivante que vous voyez, c'est Gauss, Bolyai et Lobachevsky. C'est pas tout à fait la même chose. Gauss, vers 1816, on le sait par sa correspondance, a pensé que le postulat des parallèles n'était pas démontrable, n'était pas une conséquence dans le discours géométrique, n'était pas une conséquence des autres axiomes ou autres postulats d'Euclide. En fait, il n'a pas vraiment travaillé lui-même sur cette question-là, mais c'est quand même sous-jacent dans ce qui l'a amené à essayer de définir des notions intrinsèques par rapport aux surfaces, par exemple, surfaces qui peuvent être en quelque sorte gondolées, essayer de le définir en termes qui relèvent uniquement, définir la courbure en termes qui relèvent uniquement de cette surface elle-même, et pas en termes de l'espace euclidien dans lequel elles sont plongées. Et vraisemblablement, enfin du moins de sa correspondance, ressort le fait que ces doutes sur le postulat des parallèles l'a amené à déterminer des choses intrinsèques. Alors, tu me faisais remarquer effectivement que Riemann n'est pas dans le tableau, et c'est difficile de parler de maths sans parler de Riemann. Bien sûr, Riemann a mené complètement à bout, en quelque sorte, ce projet avec la géométrie riemannienne, mais c'est pas tellement dans le débat qui est ici, hein. Mais en tout cas, c'est clair que cette réflexion sur le postulat des parallèles menée par Gauss l'a amené à développer des choses intrinsèques qui d'ailleurs ont servi ensuite et ont pu servir à de la modélisation. Pensez à la géométrie qu'utilise Einstein pour mettre en place son image du monde. Bolyai et Lobachevsky, c'est différent, c'est un petit peu plus tard. Mais c'est à peu près dans les mêmes eaux. Bolyai, je crois que c'est 8 ans après, et Lobachevsky une quinzaine d'années après. Eux essayent de démontrer le postulat des parallèles par l'absurde, disent on suppose qu'il est faux, et puis on va bien arriver, un jour ou l'autre, on démontre, et puis un jour ou l'autre, on va bien arriver à avoir une contradiction quelque part. Bon, et puis en fait, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient à monter des géométries qui finalement tenaient la route. Donc c'est pas exactement la démonstration que ça n'en dépend pas, mais enfin, ça faisait peser de plus en plus de soupçons. On voit des géométries qui tiennent finalement autant la route que la géométrie euclidienne avec le postulat des parallèles. Alors ensuite, on a repéré un certain nombre au cours du XIXe siècle, on a repéré des tas d'insuffisances dans l'axiomatique d'Euclide. Il y a des choses qu'on ne sait pas démontrer et qu'on utilise couramment. Par exemple, le fait que quand vous prenez un triangle, si vous avez un point qui est intérieur au triangle, si vous menez une droite par ce point, ça va couper en fait les côtés du triangle. C'est utilisé couramment dans la géométrie, mais ça ne dépend pas de l'axiomatique d'Euclide. Alors, ce qui a été construit également vers vers les années 1880, c'est également ensuite des modèles finalement pour essayer de montrer l'indépendance du postulat des parallèles. Alors, je vais en donner un exemple, parce que c'est important d'avoir cette question de modèle. C'est tout à fait au cœur des énoncés de Gödel, notamment de ces théorèmes de complétude. Qu'est-ce que l'on fait comme type de modèle? On dit, voilà, on va construire quelque chose qui est
qui vit dans la bonne géométrie dont on a l'habitude, mais qui sont des objets qui vont satisfaire un certain nombre d'axiomes d'Euclide, mais qui ne vont pas forcément les satisfaire tous. Alors, un des modèles, par exemple, non euclidiens, c'est le suivant, je crois qu'on peut se l'imaginer à peu près bien. On prend une sphère et puis on la coupe en deux. C'est-à-dire, on va regarder simplement une demi-sphère, puis tant qu'à faire l'équateur, on le coupe également en deux, on n'en garde que la moitié. Alors, si vous n'aimez pas faire ça, ou si vous avez plus l'habitude d'identifier des points, vous prenez une sphère et puis vous identifiez deux points qui sont diamétralement opposés. Ce qu'il en restera, c'est, voyez-le comme étant une demi-sphère, et puis, le demi-truc. Alors, là-dedans, il y a des points. Donc, les points, ça va rester les points usuels, si vous voulez, de la calotte sphérique. Mais ce qu'on va appeler droite, là-dessus, ça va être des demi-cercles, des demi-grands cercles. Un grand cercle sur une sphère, c'est simplement l'intersection avec un plan qui passe par le centre. Prenez un plan qui passe par le centre, ça vous définit un grand cercle. L'équateur, c'est un grand cercle. Les autres parallèles n'en sont pas, mais les méridiens sont des grands cercles. Et vous pouvez avoir des grands cercles qui sont en biais aussi, vous coupez par n'importe quel plan. Donc, sur votre demi-sphère, même chose, vous prenez un demi-grand cercle, et ça, vous appelez ça une droite. Alors, vous pouvez voir qu'il y a des tas de propriétés qui sont les propriétés de l'axiomatique d'Euclide. Par deux points, vous prenez deux points distincts. Si vous avez deux points distincts, vous pouvez construire un plan qui passe par ces deux points et puis qui passe par le centre de la sphère, et puis vous coupez ça, et puis ça va vous donner, il y a un seul plan qui satisfait ça, puis ça va vous donner un seul grand cercle. Donc, par deux points quelconques distincts, il passe un grand cercle unique. Donc, si ce demi-grand cercle, vous avez appelé ça une droite, par deux points distincts, il passe une droite unique, vous êtes content, et puis vous pouvez vérifier un certain nombre de choses. Et puis quand vous essayez de voir le postulat des parallèles, vous dites voilà, on prend un grand cercle, on prend un point qui est extérieur à ce grand cercle, puis on construit un autre grand cercle, et bien deux grands cercles, forcément, ils se coupent. Vous n'imaginez pas des méridiens qui ne se coupent pas l'un l'autre, l'équateur qui ne coupe pas un méridien. Des grands cercles, ça va se couper toujours, tout simplement parce que quand vous prenez deux plans distincts, ils se coupent le long d'une droite, et du coup la trace de cette droite sur une demi-sphère, c'est toujours un point. Bon, donc ça c'est typiquement le modèle. Je suis désolé, j'ai été un petit peu long sur cette chose-là, mais je crois que c'est important de comprendre ce que peut être un modèle. Et on a bien l'idée qu'après tout, si déjà on arrive à construire quelque chose qui semble tenir à peu près la route, dans lequel il y a tous les axiomes d'Euclide, mais il n'y a pas le postulat des parallèles, c'est sans doute qu'on ne peut pas déduire le postulat des parallèles des autres axiomes d'Euclide. Donc ça c'est... Alors ce que fait dans le Grundlagen der Geometrie, 1899, Hilbert, c'est vraiment de donner une description axiomatique de la géométrie élémentaire. Donc il y a une tapée d'axiomes, et en s'attachant à chaque fois à essayer d'avoir une axiomatique minimale, c'est-à-dire en montrant que les axiomes sont indépendants les uns des autres, en essayant à chaque fois de construire des modèles du genre de celui que je vous ai dit. Alors bien sûr, les droites ne sont plus des droites. Il y a des modèles dans lesquels les droites sont des bouts de cercle prolongés par des droites. Il y a des choses assez bizarroïdes. Mais enfin, il construit comme ça des modèles pour essayer de démontrer qu'il y a une certaine indépendance des axiomes. Et là, dans ce même Grundlagen der Geometrie, il se positionne tout à fait en formaliste, et il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, une chose qui est importante, il dit lui-même, de toute façon, les questions de points, droite et plan, ça n'a aucune importance. Vous pouvez remplacer ça, il le dit lui-même, par chaise, table et pot à bière. Je dirais peut-être verre de vin si vous voulez traduire en français, mais enfin, bon. Donc lui-même le dit, et il dit la mathématique ne traite pas des objets, elle traite des relations entre les objets. Donc vous voyez bien que la question, effectivement, ontologique est complètement évacuée dans ce discours formaliste. Bon, alors bien sûr, on évacue le problème de la nature des points et des droites, mais ça revient aussitôt quand même en boomerang, c'est la question de savoir, mais alors de quoi on parle ? Parce qu'après tout, si on dit on parle de braves objets qui existent, on parle du réel, on est content, on sait de quoi on parle. Si on se met à parler de choses qui peuvent être n'importe quoi, de quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qui a un sens ? Alors la réponse formaliste, c'est d'aller au bout de la conception qu'on a énoncée, c'est de dire, à partir du moment où on a un système de relations qui est non contradictoire, c'est-à-dire un système dans lequel on ne peut pas démontrer en même temps une chose et son contraire, si on a un système qui est non contradictoire, eh bien ce système-là, en lui-même, en quelque sorte, affirme l'existence des objets mathématiques. Pas tout à fait la même chose que d'avoir un modèle, mais c'est le fait que ce qui est important pour le formaliste, c'est d'établir un modèle qui est non contradictoire. Donc la non-contradiction, la consistance, est quelque chose qui est au cœur du programme de Hilbert. C'est que si on veut construire les mathématiques au sens de Hilbert, il faut avoir un discours, donc le discours à la Leibniz, et vérifier que
au sein de ce discours, ce que l'on a est quelque chose qui est non contradictoire. Bon, donc c'est ça le programme qu'il esquisse lui-même, que Hilbert esquisse en 1900. En 1900, il y a eu un congrès international des mathématiciens qui s'est tenu à Paris, et on a demandé à Hilbert, puisque c'était le début du siècle, je ne sais pas pour certains, c'est peut-être la fin du siècle, mais enfin, de tracer en tout cas un programme pour le XXe siècle et de poser un certain nombre de questions dans tous les domaines des mathématiques. Il a consulté aussi, et il a défini quelque chose de très vaste. Il y a 23 problèmes qu'il a posés, et le deuxième de ces problèmes, c'est le problème de la cohérence de l'arithmétique. Donc c'est clairement tout à fait une question de son programme formaliste. Il y en a une autre sur laquelle j'espère avoir le temps de dire quelques mots pour conclure, qui est le 10e problème de Hilbert, on en parlera, et il a développé ensuite ce programme formaliste, mais on peut rester maintenant, si vous voulez, déjà au niveau de cette question fondamentale qui est la cohérence de l'arithmétique. Alors, je fais un petit intermède, parce que vous voyez, j'ai sauté quand même quelques étapes à pieds joints, et je refais un petit intermède sur ce qu'on appelle la théorie des ensembles. Alors, j'ai sauté une cinquantaine d'années, en fait, puisque je suis passé pratiquement de 1850, des géométries non euclidiennes à Hilbert et à son programme. Qu'est-ce qui s'est passé? Peano, d'une part, a lui proposé un langage formalisé. C'était un peu compliqué, la pasigraphie, ça n'a pas été tellement retenu, mais il a proposé aussi une axiomatique pour les entiers. Et cette axiomatique pour les entiers, c'est essentiellement celle qu'on utilise maintenant. On parle toujours de l'axiomatique de Peano, quelques vagues aménagements, mais enfin c'est celle qui tient la route. Essentiellement, comment est-ce qu'on peut faire pour essayer de décrire ce que sont les entiers? Les entiers naturels, 0, 1, 2, 3, etc., c'est un machin dans lequel il y a un élément tout élément a un successeur. Prenez n'importe quel entier, vous pouvez en construire un derrière. C'est ce dont on est très fier quand on découvre ça, quand on est gamin, effectivement. Donc c'est vraiment au cœur des propriétés que doivent avoir les entiers. Et puis il y a une donnée initiale, il y a un clinamen, je ne sais pas comment vous appelez ça. Il y a un élément unique d'ailleurs qui n'a pas de successeur. Alors même quand on fait ce genre de truc, on peut avoir des modèles qui sont un petit peu tordus, qui satisfont ça, donc il faut mettre dedans aussi le principe de récurrence, des choses pareilles. Enfin, il y a une axiomatique. Il faut que ce soit assez riche pour essayer d'avoir comme modèle les entiers, mais il y a une axiomatique qu'on arrive à développer, et on voit bien que c'était plus simple en fait de développer une axiomatique pour les entiers que pour des choses plus compliquées, puisqu'on a bien vu qu'il y avait déjà un aspect de calcul automatique dans les entiers. Donc on retient l'axiomatique de Peano pour les entiers. Je redirai ce que ça signifie une axiomatique, mais enfin fondamentalement, les années 80, on avait quelque chose qui allait bien. Frege a proposé lui un calcul logique qui a été oublié, vraisemblablement parce qu'il était d'une complexité graphique absolument intenable. Et c'est sans doute alors que c'est quelque chose qui a été plutôt redécouvert après, mais je pense que c'était tellement compliqué. D'autre part, lui-même se plaçait plutôt en termes de logicien qu'en tant que mathématicien, qui fait que les mathématiciens n'ont pas trop regardé son discours. Enfin, il y a des questions sans doute un peu de chapelle, plus la complexité intrinsèque du système qu'il proposait, font que ça a été injustement mis de côté. Ça a été redécouvert un peu après. Alors, je n'ai pas parlé de Cantor et puis de Dedekind. Boole également a introduit un discours, si vous voulez, sur les ensembles, une théorie des ensembles. Mais ceux qui ont le plus réfléchi aux ensembles sont certainement Cantor et Dedekind, qui n'avaient pas tout à fait le même point de vue. Tous les deux ont introduit les ensembles à partir de questions d'analyse, alors que l'analyse s'est développée essentiellement à partir du début du XIXe siècle, à partir de Cauchy vers 1820. Et les gens se sont rendus compte qu'il y avait des propriétés assez bizarres, ont essayé de se dire qu'est-ce que c'est que les nombres réels, quelles propriétés ça peut avoir. Autant pour Cauchy, si vous voulez, si on avait une fonction continue, elle était dérivable. Autant maintenant, on sait bien, un certain nombre de gens quand même, je pense, dans l'audience se disent oups, on nous a appris quand même qu'il fallait peut-être se méfier un petit peu, qu'être dérivable, c'était pas exactement la même chose qu'être continu, qu'il y a des propriétés comme ça. Et ça, c'est parce que, effectivement, au XIXe siècle, les gens ont découvert des choses de plus en plus bizarres. Donc Cantor et Dedekind ont été amenés à concevoir la notion d'ensemble en partant justement de ces questions d'analyse. Ils ont beaucoup correspondu l'un et l'autre, mais ils ne les ont pas développés tout à fait dans le même esprit. Alors ce qui est le plus dans la droite ligne de ce qu'on fait ici, c'est vraiment la position de Cantor. La position de Cantor, c'est des ensembles infinis, ça ne nous fait pas peur, ça existe.
Et je voudrais quand même vous en dire un petit quelque chose de ce qu'a fait Cantor avec les ensembles, parce qu'il a fait quand même des choses qui sont assez rigolotes. La première chose, c'est de savoir, si on admet des ensembles infinis, qu'est-ce que ça veut dire que des ensembles infinis? Est-ce qu'ils ont le même nombre d'éléments ou non? Alors bien sûr, le nombre d'éléments, ça correspond à des trucs finis, donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Alors on se dit, comment fait un berger pour savoir qu'il a autant de moutons le matin que le soir, quand il les fait sortir de l'enclos, qu'il en a le même nombre que quand il les fait rentrer? Alors bien sûr, la réponse simple, c'est de dire oui, il les compte, il en a 27 au départ, le soir il les recompte, s'il en a 27, il est content, et s'il en a 26, il n'est pas content, il pense qu'il en a perdu un quelque part. Pardon? Oui. C'était gentil de dire s'il est sous, il y en a d'autres qui le disent autrement, mais enfin bon. La technique en fait du berger, c'est simplement de faire sortir ses moutons un par un de l'enclos, et puis de prendre des petits cailloux qu'il met dans sa poche au fur et à mesure. À chaque fois qu'il y en a un qui passe, il prend un caillou. Et puis le soir, quand il les fait rentrer dans l'enclos, il ressort ces petits cailloux de la poche, et puis quand il lui reste plus de cailloux dans la poche, il est content. Et puis s'il lui en reste, il pense qu'il y a quelque chose qui biche pas. Alors d'abord, une remarque linguistique simplement, il faut voir que le mot calcul, c'est un mot qui vient de calculus, qui veut dire caillou. Hein. En latin, c'est de là que ça vient. Il y a d'ailleurs un doublet, le doublet savant, qui est le mot calcul, qui est celui des médecins et celui des mathématiciens, le calcul dans la vessie, ou le calcul dont on parle, ce qui justifie la présence d'un mathématicien dans l'université Victor Ségalen, Bordeaux 2. Donc j'en profite pour faire un peu de publicité. Voilà, bien. Bon, non, plus sérieusement, il y a une propriété qui est assez intéressante, c'est qu'il n'a pas besoin d'essayer de faire cadrer ses moutons avec les cailloux. Ce n'est pas forcément le même caillou qui sera en face d'un mouton, mais finalement, ça n'a pas une grande importance. Bon, donc, si vous voulez, arriver à mettre en face l'un avec l'autre des éléments d'un ensemble, si vous avez des ensembles finis, en quelque sorte, vous avez le même nombre d'éléments. Et donc vous pouvez dire qu'est-ce que c'est qu'un nombre? Ben finalement, un nombre, c'est la propriété qu'ont en commun tous les ensembles finis qui peuvent se mettre en bijection l'un avec l'autre. On les prend en quelque sorte ensemble. Alors, bon, on est en train d'être vraiment dans l'infini actuel. Hein. On prend toutes les collections d'objets qui ont le même nombre d'éléments, c'est quelque chose d'énorme, et c'est ça qu'on va définir comme étant un nombre. Bon, ça c'est une façon de procéder. Mais ce que fait Cantor, c'est de dire, et il a essayé pendant assez longtemps de se dire, mais finalement, si je prends l'ensemble infini, ça lui faisait pas peur de prendre tous les entiers, il a essayé de montrer que finalement, cet ensemble étant infini, il y a aussi toutes les parties d'entiers que l'on peut prendre ensemble, ou toutes les suites que l'on peut écrire avec des ensembles. Ça va être des ensembles aussi infinis, et il a essayé de les mettre en bijection, de faire cadrer les termes l'un avec l'autre. Il lui a fallu assez longtemps, jusqu'à ce qu'il essaye au contraire de démontrer que ce n'était pas possible. Et il a une très belle construction, ce qu'on appelle la construction diagonale de Cantor, qui montre en fait que vous pouvez prendre n'importe quel procédé, si vous voulez, qui a un nombre entier fait correspondre une suite de nombres entiers, et bien vous n'arriverez pas à toutes les épuiser. C'est-à-dire que dans les ensembles infinis, vous avez des ensembles infinis qui sont vraiment beaucoup plus gros que d'autres. Alors, les ensembles infinis, ça pose aussi un certain nombre de paradoxes. L'histoire du tout et de la partie, des entiers pairs, il y en a autant, pairs divisibles par 2, hein, il y en a autant que des entiers tout court. Parce que vous pouvez, à chaque entier, vous faites correspondre son double, et ça vous fait une très belle façon de faire correspondre à chaque entier un entier pair, et à chaque entier pair un entier en divisant par 2. Donc il y en a autant. Donc ça remet en cause un certain nombre de choses. Alors ça remet en cause des choses beaucoup plus graves. Il y a toutes les questions à ce moment-là et l'ensemble de tous les ensembles et la collection. Alors il est encore plus gros, strictement plus gros que lui-même, donc ça commence à poser un certain nombre de problèmes. Donc il y a des tas de paradoxes qui ont été introduits. Au moment, oui, je vois, tu as un petit bouquin là, sur tous les paradoxes, et d'ailleurs, j'ai pas mentionné Bolzano, mais qui avait déjà écrit quelque chose de très intéressant sur les paradoxes de l'infini. Donc ça pose des tas de problèmes, et toute cette période un peu des mathématiques, c'est ce qu'on a appelé la crise des fondements, qui était justement de dire comment peut-on échapper à ces paradoxes. Et donc, en même temps, il y avait également la nécessité de construire un discours qui soit un discours imparable.
pour résoudre cette crise des fondements. Alors il y a différentes façons, hein, il y a différentes réponses qui ont été données à la crise des fondements. Il y a des réponses qui ont été données du côté de la logique, par exemple Russell et Whitehead, qui ont été de dire attention, dans les ensembles, ils ne sont pas tous définis exactement au même moment, avec toujours l'idée évitons tout ce qui peut ressembler à un raisonnement circulaire, essentiellement au paradoxe du menteur ou un truc comme ça, ou aux choses qui sont autoréférentes. Donc il y a une théorie des types qu'ils ont développée, qui n'est pas quelque chose qui est très joyeux, mais enfin, ça donne un petit peu une idée parfois d'essayer de bricoler un peu de... Bon, enfin, il y a cette chose-là. Il y a le formalisme dont on va poursuivre l'étude, qui au contraire est de dire il faut absolument avoir un discours qui soit un discours sans ambiguïté, dont on montre que c'est un discours en plus qui est cohérent, dans lequel il n'y a pas de contradiction, et à ce moment-là, ben, c'est ça qu'on dira être le fondement des mathématiques, full stop. Donc c'est vraiment ce programme de Hilbert qui arrivait en plus à ce moment-là, et c'est un peu comme banc d'essai qu'il a commencé sur la géométrie, surtout que sur la géométrie se posaient déjà des tas de questions sur les axiomes. Alors il y a eu d'autres approches, il y a l'intuitionnisme, au contraire, qui a été développé par Brouwer. Je reviendrai dessus tout à fait à la fin. C'est pas du tout dans cette ligne-là, mais c'est aussi une réponse à cette crise des fondements. Et c'est intéressant d'essayer de comparer les deux. Donc, pour l'instant, ce que l'on va faire, c'est penser qu'on dispose d'une théorie, disons, naïve des ensembles, qui est quelque chose qui tient plus ou moins la route. Ça aura été formalisé, c'est un petit peu anachronique si je parle du programme de Hilbert, mais si je parle de Gödel, ça l'est moins, parce que finalement c'est Zermelo qui a commencé à donner une première formalisation de la théorie des ensembles, et puis qui a été redéveloppée en commun avec Fraenkel, et qui est essentiellement Zermelo-Fraenkel en 1930, donc c'est à peu près à l'époque de Gödel, qui fait qu'on dispose d'une théorie. On verra quelles sont ses limites de cette axiomatisation, mais en quelque sorte on a pour la théorie des ensembles une axiomatisation qui semble à peu près aussi bonne que l'axiomatisation des entiers par Peano ou l'axiomatisation de la géométrie par Hilbert. Hein, donc, on a une axiomatisation qui tient un petit peu la route. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, j'ai perdu un petit peu de temps là-dessus, on va essayer d'en rattraper, c'est de vous parler tout de même de la formalisation du discours mathématique. Qu'est-ce que c'est qu'un discours formel? Parce qu'on rentre vraiment là dans les choses où si on diverge un petit peu, si on raconte un peu n'importe quoi, les énoncés de Gödel n'auront plus de sens du tout. Je ne prétends pas du tout vous faire un cours de logique formelle ou de faire un cours de logique du premier ordre. Je sais que Almos, qui a beaucoup enseigné ça, a dit que plus il étudiait la logique formelle, moins il l'aimait. Ça peut être parfaitement rébarbatif, mais je vais en parler 5 minutes, puis vous aurez compris à quel point ça peut être pénible. Mais enfin bon, il faut quand même qu'on en passe par là. Bon, essentiellement, la première chose, c'est de dire, il y a un discours dans lequel on évacue tout ce qui peut ressembler à du sens, mais dans lequel on se pose simplement la question d'avoir des expressions qui sont bien construites. Alors pour ça, il y a un alphabet de 15 symboles, c'est celui qui est donné en haut. Alors bien sûr, on donnera du sens un jour ou l'autre, c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas remplacer un signe par un autre. Vous avez un signe qui est la négation d'une proposition. Donc dans un discours formel, dès que vous aurez été capable d'écrire une expression, vous serez aussi capable, elle sera aussi bien construite, d'écrire la négation de cette proposition. Bien sûr, vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans un système de vrai ou de faux, mais simplement c'est une écriture. Si vous savez écrire une expression, vous savez écrire son expression contraire. Vous savez écrire quelque chose qui, le jour où on donnera du sens, sera la négation, sera la conjonction. Donc vous savez écrire, si vous avez une proposition, vous savez écrire quelque chose qui semble totalement aberrant, qui est vraiment la contradiction par essence, c'est que vous êtes capable d'écrire à la fois une formule, sa négation et la conjonction des deux. Hein, ce qu'on voulait comme... Mais ça fait rien, il faut qu'on puisse écrire. On avait totalement évacué le sens. Donc derrière, il y a des quantificateurs d'existence ou de quantificateurs universels, il y a l'égalité, il y a des parenthèses, pour pouvoir mettre des expressions, construire des expressions à partir d'autres. À chaque fois, on rajoute du parenthésage. On a un symbole pour une variable, simplement x. Alors bien sûr, on en aura besoin de beaucoup de ces symboles. Ben, ça fait rien, on rajoutera des primes, autant de fois qu'on veut, x', x seconde, x tierce, etc. Bien sûr, dans le langage qu'on utilise, on n'utilise jamais ce langage vraiment formalisé de cette façon-là. On préfère utiliser x, y, z, etc. si on a des variables différentes. Il y aura quel que soit x, quel que soit y, x égale y, pour dire qu'un ensemble a un seul élément ou des choses comme ça. Mais ça devrait s'écrire uniquement avec du x', du x seconde, des trucs pareils. Il y a la notion de constante.
Vous voyez, si vous pensez à l'axiomatique des entiers, vous avez un élément qui joue quand même un rôle un petit peu différent. Le zéro, le clinamen, c'est pas n'importe quoi. C'est un élément bien décidé. Donc, on a un symbole également pour les constantes. Et puis, il y a un symbole de relation. Je n'explique pas trop comment c'est fait une relation, mais vous avez des relations, par exemple, unaires, à un seul terme. Parce que dans votre formalisation, vous voudrez pouvoir dire un jour ou l'autre, je suis déjà en train de donner du gras, hein. On n'en donne pas quand on écrit les choses, mais on sait vers quoi on veut aller. Donc je suis obligé de tricher un peu. On voudra dire que quelque chose est une droite. Donc on aura bien une relation qui dira R de x. R de x, ça veut dire la variable x est une droite. Puis être un point. Alors bien sûr, vous n'allez pas utiliser le même R, donc vous mettrez R' de x. Puis si c'est un point, moralement, ultérieurement, ça voudra dire c'est faux, c'est vrai, c'est autre chose. Mais pour n'importe quelle variable, R de x, ça va être un truc qui est vachement bien construit. Vous pouvez avoir des relations ternaires. Alors si vous voulez voir un exemple dans le langage de tous les jours, je vais vous donner un exemple de relation ternaire. Relation ternaire, c'est par exemple x est le fils de y et z. Ça, c'est une relation ternaire où x est le fils de x' et y'. Vous écrivez R de x, x', y'. Ça, c'est une relation ternaire. Et alors, le sens, vous n'en avez absolument rien à faire. Si vous dites Philippe est le fils de Jean-Marie, ça, c'est une expression qui tient absolument pas la route. Je suis désolé, Jean-Marie, de te le dire comme ça. Tout simplement parce que c'est pas une relation ternaire, donc vous ne pouvez pas construire ça comme ça. Alors que si vous dites la souris est le fils de la carpe et du lapin, ça, très bien, c'est une expression qui a tout à fait le droit de citer. Donc ça, quand on en est à ce niveau-là, on a construit quelque chose qu'on appelle un langage formel, un langage du premier ordre. Alors, oui, ça s'écrit avec de la craie, si j'écris là-dessus. En plus, adapter. Donc, je ne vais pas le définir, mais simplement qu'on garde en tête ces choses-là. Donc ça, c'est un langage du premier ordre. Alors, pourquoi premier ordre ? Parce que les quantificateurs ne peuvent pas porter sur n'importe quoi. En particulier, on s'interdit de quantifier des relations. Donc, ce que l'on va faire, c'est simplement on quantifie des variables, mais on ne quantifie pas des relations. Bon, ça c'est un langage du premier ordre. Donc l'importance dans un langage du premier ordre, c'est simplement d'avoir en quelque sorte des expressions bien construites. De pouvoir dire, ça c'est quelque chose qui est une expression bien construite. En quelque sorte, c'est un mot de mon langage. C'est vraiment un langage dans lequel vous avez des mots qui sont écrits à l'aide d'un alphabet. Bon. Donc, ce qui est important ici, c'est d'avoir simplement des expressions bien construites. Et il n'y a aucune idée de sens derrière ça, aucune idée de vrai, aucune idée de sens, rien du tout. Ce sont des expressions bien construites. Ce sont des mots de cet alphabet, mais pas tous les mots de l'alphabet. Simplement des mots qui satisfont certaines règles. Bon, alors, je n'ai pas envie de rentrer plus dans le détail, puis d'ailleurs, je n'ai pas vraiment le temps parce que je vois que ça passe. Donc, oublions maintenant tout le sens qu'on a donné aux formules. On a ça, c'est ce qu'on appelle aussi le calcul des prédicats, la logique du premier ordre. Alors bien sûr, l'étape suivante, c'est de commencer à faire des maths. Alors commencer à faire des maths, c'est maintenant, on rentre en fait, pour l'instant ce qu'on a fait, c'est simplement préparer le terrain. On n'est pas encore du côté Euclide ou Aristote. Alors la deuxième étape, c'est l'étape c'est l'étape Euclide. C'est l'étape, enfin, les deux vont se faire en même temps, mais ce que l'on commence par dire, c'est finalement, il y a un certain nombre d'axiomes, c'est-à-dire, il y a parmi toutes les expressions bien construites, il y en a un certain nombre qu'on va retenir. Moralement, je n'ai pas encore donné de sens de vérité ou quoi que ce soit, mais moralement, c'est ce qui va être les axiomes, c'est-à-dire les énoncés dont on pense qu'ils sont vrais, ceux sur lesquels on va construire notre théorie. Donc vous avez deux choses, vous avez un langage, et puis vous avez, trois choses, vous avez une certaine famille de mots, donc S c'est une famille de mots, famille d'expressions bien construites, de votre langage L. Moralement, ce sera les axiomes. Et puis, donc ça c'est la partie Euclide, et puis vous avez également des règles de déduction. Puis vous avez des règles de déduction qui vous permettent de dire quelles sont, parmi toutes les expressions bien construites, quelles sont celles que j'admets dans ce système-là. Règles de déduction pour former
des expressions bien construites, des expressions admissibles, si vous voulez, des expressions qu'on a envie de garder. Je ne me pose toujours pas la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, comme exemple de règle, vous avez une règle de déduction qui va être que si vous avez f, si f est bien construit, et f et g, si f est bien construit, si f est dans votre système, et si dans votre système, je vais l'écrire uniquement avec l'alphabet, vous avez un machin comme ça, bien sûr, moralement, on sait ce que ça veut dire, ça voudra dire implique, etc. Mais c'est juste un jeu formel, un jeu d'écriture. Mais on demande, pour avoir un système formel du premier ordre, que si on a ces choses-là, alors automatiquement, G est aussi une expression qui est dans le système. G est aussi dans le système. Et si est aussi dans le système, alors est aussi dans le système. Bon, donc là où on en est, c'est maintenant, en quelque sorte, on peut voir ce que c'est qu'une axiomatique. On comprend ce que c'est que l'axiomatique des entiers, l'axiomatique de Hilbert de la géométrie. Ce sont à chaque fois des systèmes formels du premier ordre. Le système de Zermelo-Frankel, tout ça, ce sont des systèmes formels du premier ordre. Bon. Alors, on a commencé à faire un petit peu de maths, et bien sûr, les questions qui sont importantes maintenant, c'est de savoir, quand vous avez une expression de votre langage, est-ce que cette expression est dans le système formel ou non? Donc à partir de S et de L et des règles de déduction, vous allez pouvoir former d'autres expressions qui sont, bien sûr, elles seront toujours dans L, mais la question c'est de savoir, est-ce que ces expressions qui sont dans L, est-ce qu'elles sont aussi dans le système formel? Est-ce qu'on peut y arriver par une chaîne finie, disons, de déduction? Alors ça, c'est la notion de ce qu'on peut appeler un théorème dans ce système formel. Donc ici, on a un système formel. Donc, il y a un système formel du premier ordre. Donc ça, c'est le système formel LS, puis les règles de déduction. Et puis dans ce système formel, vous avez toutes les expressions, en quelque sorte. Vous dites qu'une expression est un théorème ou une expression est dérivable. Donc théorème ou expression dérivable. C'est une expression qui est, en quelque sorte, dans votre système formel. C'est une expression que vous pouvez obtenir à partir de S, et puis du corpus que vous élargissez, exactement comme en géométrie. À partir du moment où vous avez démontré quelque chose, ce quelque chose, c'est bien, c'est un énoncé qui est bon, on le connaît, et puis on peut bâtir là-dessus, et puis continuer, utiliser le fait que les médiatrices sont concurrentes pour arriver à dire quelque chose sur le cercle circonscrit, par exemple. Vous n'avez pas besoin de revenir sans arrêt à quelque chose. Donc vous avez toute une famille comme ça de théorèmes, c'est exactement ça, et on peut déduire l'un de l'autre. Alors, on utilise plutôt le mot dérivé, surtout pour se souvenir que c'est quelque chose qui est vraiment formel. Il n'y a pas de sens derrière. C'est vraiment le jeu d'écriture. Ça, les expressions dérivables. Alors bien sûr, la question qui est importante maintenant, c'est de savoir, quand on a un système formel du premier ordre, est-ce qu'on tombe sur une contradiction? Parce que c'est quand même ça la question de Hilbert, de dire est-ce qu'on a un système qui est consistant? Alors, ce qu'on appelle une contradiction dans un système formel, c'est simplement une expression qui a la forme suivante. C'est une expression de la forme une certaine formule et la négation de cette formule. Quand quelque chose s'écrit comme ça c'est ce qu'on appelle une contradiction. Et alors, il y a quelque chose qui n'est pas trop difficile à voir, c'est que si jamais dans un système formel, vous avez une contradiction, alors tous les énoncés sont dérivables. S'il y a une seule contradiction, tous les énoncés sont dérivables. Donc c'est une théorie qui n'a vraiment aucun intérêt. Elle est très facile, hein, tout le monde est un théorème, mais enfin, comme également la négation est aussi un théorème, on voit bien qu'on ne va pas aller très loin avec ça. Donc ça, c'est une contradiction, et donc c'est vraiment la chose qu'on veut éviter, parce qu'une contradiction implique que n'importe quoi est un théorème. Une seule contradiction
implique que LS, si vous voulez, contient tout L. Dès que vous avez une expression bien formée, c'est un théorème. Ce n'est pas très intéressant. Donc bien sûr, ce qu'on essaye de faire, c'est d'éviter les systèmes contradictoires. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler un système consistant. Donc c'est ça l'intérêt, un système formel du premier ordre consistant. Voilà, c'est ce que tu utilisais le mot consistance, hein, bien sûr. Système formel du premier ordre consistant, c'est un système formel sans contradiction. LS n'a pas de contradiction. Bien. Alors, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que pour l'instant, on n'a toujours pas parlé de vérité derrière, on a juste regardé, c'est le jeu formel, est-ce qu'on peut déduire, est-ce qu'on peut faire. Bien. Si vous avez quelque part, en quelque sorte, c'est un jeu qui est, si dans votre système, par exemple de l'arithmétique, vous arrivez un jour à démontrer 0 égale 1, alors vous savez en déduire 0 égale 2, parce que vous multipliez tous les termes par 2, et que ça c'est, etc. Bon. Bien. Alors, on arrive quand même au cœur du sujet. Il faut bien qu'on en passe là un jour, il faut bien arriver à parler de Gödel. Donc, on va parler un peu de modèle ensembliste d'un système formel, et puis du premier théorème de Gödel, qui n'est pas du tout le théorème d'incomplétude, mais qui est le théorème de complétude de Gödel, et qui est très important. Alors maintenant, on arrive donc côté modèle ensembliste, on va procéder à l'opération inverse de celle qu'on avait faite avant. On avait dit, oui, j'essaye de penser, vous voyez bien, je voudrais faire de la petite géométrie, mais surtout je le dis à personne, etc. Maintenant, c'est au contraire, on a un système formel qui veut strictement rien dire, on va essayer de l'habiller. Bien. Alors, je n'ai pas le temps de vous donner le détail, mais il y a des structures arithmétiques ou des structures algébriques qui sont relativement simples. Il y a une structure assez simple qu'on appelle la théorie des groupes. C'est peut-être la plus simple du point de vue axiomatique, mais c'est une structure dans laquelle on sait démontrer des choses qui sont tout à fait intéressantes. C'est une vraie théorie intéressante. Ça, c'est ce qu'on appelle aussi une théorie quand on a un système formel qui est consistant. Mais il faut se méfier un peu parce qu'on a parlé aussi de théorie des ensembles. Donc théorie des ensembles, il faut l'entendre avec un guillemet parce que justement, on ne sait pas encore si c'est un système formel consistant. Bon. Alors la théorie des groupes, donc laissons le théorie comme ça, on peut se poser la question, est-ce que c'est un système formel du premier ordre consistant? Essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est une structure algébrique dans laquelle vous savez faire des opérations de base, c'est-à-dire, vous savez, disons l'opération d'addition, appelons-la comme ça. Quand vous avez deux éléments, vous savez en faire correspondre un autre, qui sera leur somme, et puis ça a quelques bonnes propriétés opératoires, puis il y a un élément qui correspond au zéro dans sa tête, qui est l'élément neutre, qui est tel que si vous ajoutez cet élément à n'importe qui, vous retrouvez le n'importe qui, que vous pouvez toujours résoudre des équations, faire des différences, faire des choses comme ça. Bon, il y a un petit système axiomatique qui décrit ce genre de truc, et qui s'appelle le système formel des groupes. Pas difficile de décrire effectivement ça, en quelque sorte bon. Et puis, vous pouvez trouver des groupes. À ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on est capable d'en sortir? Alors, même dans une théorie ensembliste relativement pauvre, on peut en trouver. Par exemple, bien sûr, si vous me dites, ah oui, j'ai fait quelque chose qui était comme tous les entiers positifs ou négatifs, certes, mais alors les entiers positifs ou négatifs, ça c'est peut-être difficile à sortir, c'est quand même un des problèmes qu'on a de savoir ce que c'est que les entiers naturels déjà. Mais au moins, vous pouvez sortir, vous trouvez facilement deux types de groupes, un groupe qui est réduit à un seul élément. Vous prenez un élément, vous prenez n'importe quoi, et vous décidez que cet élément plus cet élément, c'est lui-même. Ben, ça va satisfaire toutes les règles opératoires. Je ne dis pas que ce sera très riche comme structure, mais ça va satisfaire absolument tous les axiomes de la théorie des groupes. Ça, c'est un groupe. Il y a bien un élément neutre, c'est l'élément lui-même. Tout élément admet un inverse, ben oui, c'est l'élément lui-même. Bon, si vous faites des associations avec des parenthèses et que vous additionnez des éléments, vous pouvez parenthéser comme vous voulez, vous obtiendrez toujours le même résultat. C'est pas très excitant, mais enfin, c'est un modèle. Vous pouvez faire des modèles un petit peu plus intéressants, par exemple un modèle avec deux éléments, qui est simplement, appelons-les 0 et 1, avec les règles que vous imaginez, 0 plus 0 c'est 0, 0 plus 1 c'est 1, 1 plus 0 c'est 1, et 1 plus 1 c'est 0. Eh bien, ça a toutes les bonnes propriétés que vous pouvez parenthéser vos additions comme vous voulez. Vous avez toujours un élément neutre, vous avez tout. C'est encore un groupe à deux éléments.
qui est utile, hein, c'est ce qui fait tourner les bécanes, hein, quand même. Bon, et puis il y en a d'autres. Donc c'est ça, si vous voulez, ce qu'on peut appeler un modèle ensembliste pour la théorie des groupes. Donc c'est un modèle dans lequel, en quelque sorte, ce qui était au niveau axiomatique ici est quelque chose qui, dans l'ensemble structuré que vous avez défini, devient quelque chose qui est vrai. Donc ça permet de passer en quelque sorte de ce qui est vrai, le modèle ensembliste. Alors il y a une façon de traduire, si vous voulez, les énoncés qui sont tous les énoncés que vous pouvez écrire formellement dans votre langage, en énoncés qui sont sur le modèle. Donc la question maintenant, c'est qu'on a un système formel, d'une part, puis d'autre part, on peut imaginer qu'on a un certain nombre de modèles ensemblistes. Alors quel est le rapport entre les deux notions? Et ça, c'est le premier théorème de Gödel, 1929-1930. Ça dépend toujours si vous prenez pour compte les dates de publication, les dates auxquelles quelque chose a été effectivement trouvé, annoncé, etc. La première partie du premier théorème de Gödel, elle vous dit ceci. Une condition nécessaire et suffisante pour qu'un système formel du premier ordre soit consistant et qu'il admette un modèle ensembliste. La consistance, le fait qu'on ait une théorie, la consistance, c'est exactement équivalent au fait que l'on puisse trouver un modèle. Par exemple, ça signifie bien, en quelque sorte, qu'il y a indépendance du système de l'axiome des parallèles avec les autres axiomes d'Euclide, puisque si vous prenez le système formel qui est la géométrie d'Euclide plus l'axiome, disons, c'est-à-dire ce que j'appelle géométrie d'Euclide, c'est son système axiomatique moins l'axiome des parallèles, c'est ce que ça veut dire, hein, les limites du système d'Euclide, mais enfin vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Si vous prenez le système d'Euclide moins l'axiome des parallèles, que vous rajoutez l'axiome des parallèles, vous avez des modèles. D'ailleurs là, les modèles, vous pouvez les construire, par exemple Descartes vous permet de construire des modèles ensemblistes. D'un autre côté, on a également construit un modèle dans lequel il y a toute l'axiomatique d'Euclide, mais le contraire de l'axiome des parallèles. Puisque si vous le rajoutez, vous n'avez pas de contradiction. Vous avez un modèle, c'est la demi-sphère avec ces... Et donc ce que vous dit le premier théorème, c'est effectivement que ça montre bien, en quelque sorte, l'indépendance, le fait qu'on ait construit un modèle, montre bien l'indépendance du postulat des parallèles des autres axiomes d'Euclide. Bon, il y a quand même quelque chose qui est plus étonnant et plus intéressant. On s'est posé la question de la théorie des groupes. Bon, ce n'est pas une théorie qui est très compliquée, mais quand même, si vous vous posez la question est-ce qu'elle est consistante, vous allez vous dire comment est-ce qu'on va faire pour montrer qu'elle est consistante, qu'il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire que je peux continuer à utiliser mes règles formelles de déduction, je ne vais jamais tomber sur un énoncé contradictoire, sur un énoncé de cette forme-là. C'est ça la consistance. Vous utilisez Gödel, Gödel vous dit si vous avez un modèle ensembliste, vous avez gagné. Oui, il y a un modèle ensembliste, il y a un modèle ensembliste à un seul élément. Donc vous êtes vachement content. Il y a un modèle ensembliste. Il n'est peut-être pas très intéressant du point de vue mathématique, ce modèle ensembliste, mais en tout cas, du point de vue logique, en quelque sorte, il vous prouve que la théorie des groupes est bien une théorie. C'est un système formel non contradictoire. Hein, ce n'est pas évident de rester simplement dans le système formel et de montrer qu'il n'y est pas. Bon, alors, il y a mieux, c'est que maintenant on peut revenir un petit peu. On a vu qu'il y avait la notion de dérivabilité dans le système formel, la notion de vérité dans un modèle ensembliste. La deuxième partie du théorème de complétude de Gödel, c'est celle-ci, c'est le fait que les énoncés qui sont dérivables dans une théorie du premier ordre sont exactement ceux qui sont satisfaits, dont l'image, une fois qu'on a traduit dans un modèle ensembliste, sont ceux dont la traduction dans tout modèle ensembliste est vraie. C'est exactement la même chose de dire quelque chose est dérivable dans le système formel, et c'est quelque chose qui est vrai dans tout modèle ensembliste. Donc là, on commence à relier les questions de vérité et de dérivabilité. C'est quand même assez rassurant, ça prouve une chose déjà, c'est quand même qu'on a un discours mathématique qui est formalisé par la logique du premier ordre, qui est quand même un discours mathématique qui tient la route. Hein ? Le fait que la dérivabilité dans ce système, c'est exactement la même chose que la vérité dans tout modèle ensembliste. Tout modèle ensembliste, bien sûr. Alors, vous pouvez vous rendre compte que, du coup, prenez l'exemple des groupes. Et prenez la formulation qui est
un groupe a un seul élément. Alors, il y a des modèles dans lesquels c'est vrai. Prenez un groupe à un élément, il y a un modèle dans lequel c'est vrai. Ce qui veut dire que sa négation est fausse, et donc que vous ne pouvez pas dériver la négation dans votre système formel. Mais d'un autre côté, vous avez aussi des ensembles, des groupes à deux éléments, ce qui met en défaut votre assertion, et donc vous ne pouvez pas la dériver. Donc vous pouvez dériver ni votre formulation, ni la formulation opposée. Donc ça, c'est quelque chose, bon, ça peut arriver, hein, après tout, pourquoi pas. Ça veut dire qu'on a une théorie bien fichue, c'est la théorie des groupes, on sait même que c'est une théorie qui est relativement intéressante du point de vue mathématique, dans laquelle il y a des énoncés qui ne sont pas dérivables, et dont la négation n'est pas dérivable. Bon, pourquoi pas? Donc ça, c'est quelque chose d'important, et ça, c'est ce qu'on appelle la complétion, ou la complétude d'une théorie. Donc une théorie est complète. Donc, par exemple, la théorie des groupes n'est pas complète, une théorie est complète si et seulement si, quel que soit f, si j'ose dire, je ne saurais peut-être pas écrire ça comme ça, mais enfin, pour tout énoncé, pour tout énoncé, eh bien, soit f, énoncé f, soit non f est dérivable. Bon, ce n'est pas le cas de la théorie des groupes, et on sait très bien travailler dans des systèmes qui ne sont pas complets. Quel est l'intérêt d'un système complet? L'intérêt d'un système complet, vous le voyez grâce au théorème de complétude de Gödel. L'intérêt du système complet, c'est de dire que si vous avez, en quelque sorte, tous les modèles vont être les mêmes. Parce que ce qui est vrai dans un modèle, ce qui est dérivable, va être vrai, en fait, dans tous les modèles. Donc dans tous les modèles, vous allez avoir les mêmes traductions qui vont être vraies en même temps. Alors que si vous avez un système qui n'est pas complet, ben ça veut dire que si vous commencez à parler des groupes, que l'un a dans la tête un groupe à un élément et l'autre a dans la tête un groupe à deux éléments, un jour ou l'autre, vous allez vous raconter des choses qui ne vont pas coller. Vous allez dire, mais moi je sais bien démontrer ça, moi j'ai un groupe et je sais démontrer telle chose, et l'autre va dire, mais non, mais dans mon groupe c'est pas vrai. Alors ça c'est enquiquinant. Enfin c'est enquiquinant, ben ça fait rien, pour les groupes on le sait et puis on sait vivre avec. Mais si vous regardez le programme qui est de dire on veut représenter tous les entiers à partir de leur axiomatique, ben, si la théorie n'est pas une théorie complète, l'arithmétique de Peano n'est pas une théorie complète, et bien ce jour-là, ça signifie que moi je pense à un certain modèle des entiers, vous pensez à un autre modèle des entiers, ce n'est pas les mêmes. Vous ne pouvez pas les faire cadrer. Donc c'est ça l'intérêt d'une théorie complète, c'est que si vous avez des théories complètes, ce sont des théories, en quelque sorte, qui vous permettent, je n'ai pas parlé de la consistance, il y a aussi la question de la consistance, mais admettons pour l'instant qu'une théorie soit consistante. Si elle est consistante et complète, on est vraiment content, c'est plus la peine de parler des entiers. Parler de l'axiomatique des entiers, ça vous définit complètement, en quelque sorte. Les entiers, ce ne sera peut-être pas exactement le même modèle, il aura peut-être des noms différents, il y en a un qui sera pas en rouge, l'autre qui sera pas en vert, mais ce sera ça la seule différence entre les deux. Donc ça, c'est important d'avoir des théories complètes pour cette raison-là. Alors, ce programme, il commence à être mis à mal par Gödel en 1930, donc publié en 1931, mais énoncé en 1930 et mis sur la place publique en 1930, en septembre 1930 à Königsberg. Son premier théorème d'incomplétude, et celui-ci, c'est de dire si le système Ln, Sn, c'est-à-dire le système des entiers, si vous voulez, l'axiomatique de Peano, si l'axiomatique de Peano est consistante, à la limite, vous pouvez vous dire aussi, si elle n'est pas consistante, c'est peut-être pas dramatique parce qu'il n'y a plus grand-chose, enfin tout est vrai, tout est faux, on ne sait plus trop où on va. Bon. Donc c'est pas une hypothèse très chère, enfin c'est une hypothèse à laquelle il faut faire attention, c'est bien une hypothèse, mais enfin, si le système est consistant, alors le système n'est pas complet. Donc de toute façon, vous ferez ce que vous voudrez, ce que l'un concevra comme étant des entiers, ce n'est pas la même chose que ce que l'autre concevra comme des entiers. Bon, alors il faudra qu'on voit un peu les conséquences de cette chose-là. Je voudrais peut-être dire un mot sur sa démonstration. C'est un peu raidouille, ça, mais c'est le paradoxe du menteur. C'est-à-dire ce que fait Gödel, c'est ça, le paradoxe du crétois. Ce que fait Gödel, c'est en fait de commencer par dire, après tout ce que l'on considère comme formule,
C'est des formules qui s'écrivent simplement avec un alphabet, donc il y a un certain nombre fini de symboles. Et donc il y a une façon de faire correspondre. En fait, d'ailleurs, la façon qu'il utilise est quelque chose qui avait déjà été introduit par Leibniz, dans un cadre un peu différent. Ce que l'on peut faire, c'est faire correspondre, je ne dirai pas pourquoi, si vous avez des questions, je vous le dirai après, mais on peut faire correspondre à chaque énoncé, il y a un procédé, si vous voulez, automatique, qui à chaque énoncé, alors formel, hein, vraiment un mot formel, je ne sais même pas si c'est une expression bien construite dans mon langage, mais à n'importe quoi que vous puissiez écrire comme mot formé sur cet alphabet, vous pouvez lui faire correspondre un entier. Et puis l'entier est bien défini. Si vous avez deux formules auxquelles vous faites correspondre le même entier, vous êtes tranquille, c'est la même formule. Donc il y a une sorte de codage. Donc ce codage est quelque chose qui vous permet déjà de rentrer, si vous voulez, le discours que vous avez sur l'axiomatique de Peano est un discours que vous pouvez faire rentrer directement dans le modèle Peano. Ça, c'est assez important, cette chose-là. À partir de là, ce que vous faites, c'est vraiment le truc du crétois, c'est de dire ceci: je considère toutes les formules qui ont une variable libre, ça veut dire qu'elle n'est pas quantifiée, etc. Donc toutes les formules à une variable libre, je les note. Puis je les note, on peut les noter B1, B2, B3 de x, etc. Et puis, je considère, donc Bn de x, c'est la énième formule. Et puis maintenant, je considère une formule qui est faite de la façon suivante. Je dis que A de x est A de n, disons, à chaque fois que j'ai un entier n. A de n, ça va dire la chose suivante. Ça veut dire que l'énoncé Bn de n, fait appliquer à lui-même, Bn de n n'est pas dérivable dans Ln. Bn de n, c'est un certain énoncé, il est dérivable ou il ne l'est pas. Bon, donc vous dites A de n, ça voudra dire que cet énoncé est dérivable. Donc cette formule A de x, ben, c'est une formule avec une variable libre. Donc elle s'écrit comme un certain BP de x. Qu'est-ce que vous pouvez dire de BP de P? Et là, vous êtes tombé sur le paradoxe du menteur. Si BP de P est dérivable, ça veut dire que A est dérivable. Si BP de B, etc. Et vous arrivez à chaque fois à la conclusion contraire. Alors ce qui se passe, c'est que le paradoxe du crétois, c'est un vrai paradoxe parce que vous êtes dans un domaine où on parle en termes de vérité. Et vous dites si c'est vrai, c'est faux, si c'est faux, c'est vrai. Et alors là, vous ne savez plus comment vous en sortir. Là, ce n'est pas grave. Parce que ce paradoxe est un paradoxe qui a lieu simplement dans le domaine du système formel et de la dérivabilité. C'est de dire, si c'est dérivable, ça ne l'est pas, donc il ne peut pas être dérivable. S'il n'est pas dérivable, il l'est, donc il ne peut pas être dérivable, mais ça ne fait rien. C'est un énoncé qui n'est pas dérivable et dont sa négation n'est pas dérivable. Mais ça ne nous fait pas vraiment peur. Dans la théorie des groupes, on en a vu des énoncés comme ça. L'énoncé, le groupe a un seul élément, c'est un énoncé qui n'est ni dérivable, ni réfutable. Il ne faut pas en avoir peur de cette chose-là. Bon, c'est tout. Donc ça, c'est la première partie du théorème de Gödel, c'est de dire, en fait, là, il n'y a pas trop d'espoir, il faut dire le mot espoir, il n'y a pas trop d'espoir pour construire la théorie des entiers, la théorie de l'arithmétique comme ça. Alors bien sûr, ce que vous pouvez dire, c'est, mais puisque j'ai pu formaliser le fait que Ln de S est consistant comme une formule elle-même de Ln, je rajoute ça à mon système d'axiomes. Alors bien sûr, dans ce système d'axiomes, vous êtes content, vous allez dire, ben oui, maintenant c'est dérivable, etc. Oui, mais seulement, ça n'aura de sens que si votre système qui est plus gros est un système déjà consistant. Or, on n'en sait rien de la consistance du gros système, donc vous n'avez rien gagné en fait. Et puis en fait, on peut même montrer que dès que vous avez un système assez riche, c'est pour ça que quand on dit le théorème de Gödel, il y a eu des tas d'énoncés différents, c'est pas juste pour l'axiomatique des entiers, mais ça a commencé par l'axiomatique des entiers. Dès que vous avez un système suffisamment riche, même chose pour Zermelo-Frankel, vous êtes tranquille, dans ce système-là, vous aurez toujours en fait des énoncés qui sont contradictoires, des énoncés qui sont indécidables, comme on dit. F n'est pas dérivable, non F n'est pas dérivable. On dit que c'est un énoncé qui est indécidable. Bon, voilà où on en est. Alors Gödel avait présenté ça à Königsberg en septembre 1930, et dans l'audience, il y avait un certain nombre de personnes, dont von Neumann. Et von Neumann a remarqué quelques mois plus tard, indépendamment de Gödel, mais après lui, ce que l'on nomme le second théorème d'incomplétude de Gödel, et c'est l'autre face de ce que tu décrivais, c'est en fait que la consistance du système axiomatique de Peano, si vous voulez, pour les entiers,
elle peut s'exprimer, cette consistance elle-même, elle peut s'exprimer comme un énoncé de Ln, et cet énoncé n'est pas dérivable dans le système formel Ln-Sn. Ça veut dire en fait que quand vous restez au sein de Ln-Sn, vous ne pouvez pas, sous réserve qu'il soit consistant, vous ne pouvez pas démontrer sa consistance. Parce que sa consistance est un énoncé qui est indécidable. Donc en fait, là, le programme de Hilbert, il commence à en prendre un sérieux coup derrière les oreilles. De ce côté-là, bon. Donc, ça, c'est la deuxième partie. Vous n'avez pas non plus de consistance, donc on ne voit pas, on va rajouter la consistance, on va élargir, tout ça, ça ne va pas vraiment tenir la route. Donc, on est maintenant dans cette situation. Donc, je crois que ça va à peu près, ce que ça peut être un énoncé consistant, la complétude, l'incomplétude, les deux facettes de l'incomplétude, que ce n'est pas complet d'une part, et d'autre part, une conséquence de la première facette de l'incomplétude, c'est simplement que la consistance est indécidable. Bon. Alors du coup, bien sûr, l'existence des éléments en disant on voudrait avoir un système indécidable, les systèmes indécidables, on ne peut pas en avoir tellement. Alors, il me reste quand même un petit moment, ou je ne sais pas s'il me le reste, mais enfin, moi, il me le reste, de toute façon, vous pouvez partir au fur et à mesure, comme vous voulez. Il faudrait regarder maintenant un petit peu les mathématiques post-gödeliennes. Et alors là, il y aura de quoi ouvrir le débat, parce que manifestement, je ne vais sans doute pas aller dans la direction de Jean-Marie, mais enfin, ça ne fait rien. Bon, il y a un certain nombre de choses que je voudrais qu'on aborde en quelques minutes. Il y a les prolongements dans le domaine de la consistance, qui sont importants, les conséquences sur la pratique du mathématicien, ce qu'on appelle les modèles non standards, dire quelques mots sur la question du fini ou de l'infini, dire quelques mots sur l'intuitionnisme, dire quelques mots sur l'effectivité et la calculabilité. C'est un peu un crochet, là, quand vous en avez marre, vous arrêtez, et puis voilà. Bon, énoncé de consistance, je ne veux pas en dire beaucoup, mais en fait, on avait vu, il y a quand même deux problèmes qui étaient importants. Je ne sais pas si... Non, il y en a un que je n'ai pas mentionné du tout. Il y en a un que j'ai mentionné, c'est de savoir... Je ne les ai pas mentionnés, alors je vais le faire maintenant. Il y en a un, ce qu'on appelle le problème du choix. Dire ceci, si vous avez une famille finie d'ensembles non vides, ce n'est pas trop un problème de dire je vais prendre un élément dans chacun des sacs. Vous prenez un en premier, hop, bon, fini, vous avez piqué un élément dans chacun des sacs. Maintenant, si vous êtes dans un monde où il y a l'infini actuel, c'est-à-dire dans l'axiomatique de Zermelo-Frankel, vous pouvez très bien considérer une infinité de sacs. Est-ce que vous avez le droit de prendre un élément dans chacun en même temps? Ça s'appelle l'axiome du choix. Et ça, c'est important, parce que cet axiome du choix, notamment Zermelo a beaucoup travaillé sur les questions d'axiome du choix, on le reverra quand je parlerai de l'infini. On ne peut pas vraiment parler maintenant même de fini dans le cadre Zermelo-Frankel si on n'a pas l'axiome du choix. Donc ça a vraiment un rôle tout à fait important, cette question d'axiome du choix. Deuxième question qui se posait, Cantor vous dit, les entiers, c'est un ensemble infini, mais qui est quand même petit par rapport à l'ensemble des suites d'entiers. Est-ce qu'il y a des gens intermédiaires? Ce qu'on appelle l'hypothèse du continu. Est-ce qu'on peut trouver des ensembles qui ont un cardinal qui est intermédiaire, qui sont en bijection ni avec l'un ni avec l'autre, ni avec l'un parce qu'ils sont trop petits, ni avec l'autre parce qu'ils sont trop grands. Il y a aussi la notion d'être trop petit ou trop grand. C'est simplement, vous avez trop de moutons le soir qui rentrent quand vous avez mis tous vos cailloux et puis que vous continuez à avoir des moutons qui rentrent et puis qu'au contraire, vous n'avez plus de cailloux dans les poches. Bon, c'est la situation favorable, mais enfin, ça veut dire qu'il y en a plus de l'un que de l'autre. Vous avez aussi la situation inverse qui est beaucoup plus triste. Bon. Donc il y a ces deux questions-là, et Gödel lui-même, en 1938, a montré en fait que l'axiome du choix est consistant avec Zermelo-Frankel, c'est-à-dire, bien sûr, sous l'hypothèse que Zermelo-Frankel est consistant. Si Zermelo-Frankel est consistant, alors l'axiome du choix est consistant. Donc finalement, c'est plutôt rassurant, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de le rajouter si on a envie de le rajouter. Et puis, également, il a montré que l'hypothèse du continu, c'est-à-dire il n'y a personne entre les deux, entre ce qu'on appelle le dénombrable et puis le continu, c'est pour ça que ça s'appelle l'hypothèse du continu, entre les deux, il n'y a personne. C'est aussi, si Zermelo-Frankel est consistant, alors vous pouvez rajouter aussi l'hypothèse du continu. Et une suite de cette chose-là, c'est ce qu'a démontré Paul Cohen, il a eu d'ailleurs la médaille Fields pour ça, en 1963, ça a été de montrer que eh bien, l'axiome du choix est indécidable dans Zermelo-Frankel. C'est-à-dire que si vous prenez Zermelo-Frankel et que vous mettez la négation de l'axiome du choix, c'est tout aussi consistant.
Donc il n'y a vraiment aucun espoir même de démontrer l'axiome du choix. Alors ça peut être commode, ça peut être agréable, mais si vous préférez ne pas le prendre, vous pouvez ne pas le prendre. Et d'ailleurs, pour certains aspects des mathématiques, je pense à la théorie de la mesure par exemple, c'est parfois bien commode de ne pas prendre l'axiome du choix et de considérer que toute partie de R est mesurable, des choses comme ça. Bon, et puis il a démontré la même chose également pour l'hypothèse du continu. L'hypothèse du continu, vous pouvez également mettre sa négation, pas forcément n'importe quelle négation, mais enfin une négation, et puis montrer que vous avez effectivement une consistance par rapport à ça. Alors maintenant, j'en viens à la deuxième partie des conséquences, c'est l'impact sur la pratique du mathématicien. Alors, l'impact sur la pratique du mathématicien, à une petite exception près que je dirai après, c'est à peu près zéro. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, si vous imaginez qu'il y a un philosophe qui développe une argumentation imparable et qui vous montre que l'immortalité de l'âme n'est ni démontrable ni réfutable, eh bien, je ne crois pas que ça va changer les pratiques de qui que ce soit, que cette personne soit croyante ou non, ça ne changera strictement rien. Je ne suis pas en train de parler de caricature du prophète, hein, vous avez bien compris. Hein. Non, ni de l'existence de Dieu. Je parle simplement du fait que l'immortalité de l'âme ne serait pas démontrable. Bon. Ni réfutable non plus, d'ailleurs. Bon. Donc, si vous voulez, ça n'aurait pas... C'est un peu la même chose, si vous voulez, pour un mathématicien qui travaille dans Hélène. Alors maintenant, vous pouvez dire, mais il y a quand même quelque chose qui est embêtant, parce qu'il y a plusieurs modèles. Alors, moi, je travaille sur les entiers. Bon, j'écris des théorèmes sur les entiers, mais vous travaillez sur un autre système des entiers, vous avez d'autres théorèmes. Est-ce que ça pose un problème? Ben, ça n'en pose pas vraiment, parce qu'en fait, on ne travaille pas sur les entiers. Les théorèmes qu'on démontre ne sont pas des théorèmes qui sont vrais sur le modèle. Le modèle peut nous aider à dire, tiens, ça pourrait être vrai, ou ça pourrait ne pas être vrai. Mais ce sur quoi on travaille au niveau du système formel. On se dit, est-ce que cet énoncé est un énoncé qui est dérivable dans le système formel? Et là, tout le monde travaille sur le même système formel. Donc même s'il y a plusieurs modèles, et maintenant on sait qu'il y a plusieurs modèles, puisqu'il y a des choses qui sont indécidables. Hein, on n'est pas dans le cadre d'une théorie complète, donc il y a plusieurs modèles, mais ce n'est pas grave. Ça ne nous embête pas beaucoup, parce que, en fait, on travaille dans la dérivabilité, on ne travaille pas finalement dans la véracité sur le modèle. On démontre des théorèmes dans le système formel. Oui, mais... Ben oui, c'est dans le système formel. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Ben c'est tout. Mais ça signifie après que c'est traductible pour n'importe qui. Justement. Puisque c'est dérivable dans le système formel, c'est vrai dans tous les modèles. Donc en fait, c'est ça qu'on fait. C'est pas de s'intéresser à un modèle particulier, c'est uniquement de s'intéresser à des énoncés qui sont vrais dans tous les modèles. Et là, on se met à parler à d'autres. Enfin, qui veulent bien entendre, hein. Comprend qui veut ou comprend qui peut, comme un chant de Bobby Lapointe. Bon. Donc ça, c'est pas trop grave. Alors maintenant, le second théorème de complétude, de savoir est-ce que le système qu'on a est consistant ou non. Bon, on ne peut pas démontrer qu'il est consistant, mais là, je reprends la même image qu'au début. Hein, vous avez un philosophe qui vient vous établir de façon tout à fait irréfutable qu'il est impossible de démontrer l'existence du monde réel. Est-ce que ça va changer vraiment votre comportement? C'est pas évident. C'est pas évident que ça change grand-chose. Donc de ce point de vue-là, pour la pratique du mathématicien, ça ne va pas changer grand-chose. J'en viens tout de même à une exception. Et ça qui est très important, c'est ce qu'on appelle les modèles non standards. Au début des années 60, ça a été développé par le logicien Robinson. Lui, il a tourné au profit des mathématiciens l'incomplétude des théories classiques, comme l'arithmétique ou comme Zermelo-Frankel. Alors, si vous voulez, dès que vous avez une théorie qui est incomplète, elle admet des modèles ensemblistes qui sont différents. Donc si vous avez une théorie de l'arithmétique qui est incomplète, on fait toujours l'hypothèse qu'elle est consistante, parce que comme vous avez vu, si elle n'est pas consistante, alors là, le monde s'effondre. Donc, bon, c'est pas déraisonnable de supposer ça. C'est comme supposer que le monde réel existe et de dire, bon, faisons comme si le monde réel existe, on ira dîner ensuite. Bon, enfin, c'est bien. Donc, ça a aussi de bons côtés. Bon, ben là aussi, donc on suppose que Zermelo-Frankel est consistant, c'est pas la question fondamentale qu'on se pose, mais de toute façon, on sait que s'il est consistant, il est incomplet, ça c'est clair. Donc il y a des modèles différents, ou le modèle de l'arithmétique. Alors bien sûr, ces modèles différents, c'est pas en parlant de x à y que vous allez de l'un à l'autre. Alors là, c'est encore plus restrictif, il faut se parler à soi-même. Hein, c'est même plus chercher à parler entre mathématiciens, c'est qu'il faut se parler à soi-même. Et ce que Robinson fait, c'est d'arriver à dire, bon, on a un modèle
ensembliste, puisqu'on a supposé que c'était consistant. Premier théorème de complétude, première façon, il y a un modèle ensembliste, mais à partir de ce modèle ensembliste, je peux faire des constructions qui vont me donner un modèle qui va être vraiment plus gros. Alors je ne sais pas du tout, bien sûr je ne pourrais pas dire à quelqu'un, mon modèle plus gros, il est plus gros que ton modèle à toi. Ça, c'est pas possible. Mais simplement, ce qu'on peut communiquer l'un à l'autre, c'est de dire, parce que ce sera un modèle qui va marcher tout aussi bien, qui va satisfaire l'axiomatique de Peano exactement de la même façon. Mais simplement, vous pouvez comparer les deux. Et donc, vous avez un modèle qui est plus gros, dans lequel vous avez le modèle plus petit. Alors ça, c'est les modèles non standards. Donc ça peut être intéressant. Vous avez un modèle des nombres réels, par exemple, non standards, de l'analyse non standard, dans lequel vous avez des éléments qui sont des nombres réels infiniment petits. Bon, Leibniz est vachement content ce jour-là, d'ailleurs, hein, parce que ça l'aide bien. Alors maintenant, on peut se demander, c'est bien gentil, c'est une belle construction de l'esprit, est-ce que c'est utile? Alors, il y a deux réponses. Je pense qu'il y a la réponse qu'aurait faite, c'est très personnel hein, comme position ce que je vous dis, mais je pense que la réponse qu'aurait fait un mathématicien standard, si j'ose dire, il y a une vingtaine d'années, ça aurait été un peu la suivante. Ça aurait été de dire, les résultats qui sont internes à un modèle non standard, ça ne m'intéresse pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se traduit dans le modèle standard. Après tout, un modèle non standard, il peut se passer ce qu'il veut. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le modèle standard, c'est-à-dire fondamentalement ce qu'il y a dans le système formel et qui est dérivable. Et puis le reste, ça ne m'intéresse pas trop. Bon, il aurait su quand même un certain nombre de choses. Il aurait dit, oui, il y a effectivement des résultats qui ont été obtenus dans des modèles non standards, parce qu'on peut travailler, on sait ce que c'est qu'un modèle non standard, une fois qu'on est dans le modèle. On peut trouver des choses qui sont obtenues dans le modèle non standard et qui peuvent se traduire dans le modèle standard, du coup. Donc ça, c'est une démarche qui est assez intéressante, notamment des résultats concernant des équations différentielles, parce que vous allez parler d'infiniment petit et vous allez obtenir finalement par une démonstration plus courte des résultats, mais des résultats qui sont connus sur les équations différentielles. Vous n'allez pas inventer tellement d'autres choses. Pensez bien qu'on a quand même quelque chose qui est assez verrouillé, hein, c'est quand même indécidable de toute façon, la non-consistance. Donc, bien. Donc, il y a des... Mais de toute façon, continuerait la troisième partie de son argumentation, c'est de dire de toute façon, tout ce qu'on a retrouvé, c'est simplement des choses qu'on a retrouvées parce que c'est des choses qu'on connaissait déjà dans le modèle standard. Donc c'est bien gentil d'être passé par le modèle non standard. Et puis, d'autre part, il y a une sorte de méta-théorème. Je n'ai pas voulu utiliser le mot méta pour l'instant parce que c'est quelque chose d'assez compliqué et de pas tout à fait clair. Je voulais rester au sein d'une théorie qui est vraiment très bien formalisée. Mais en tout cas, il y a des façons de dire, en quelque sorte, qu'après tout, si vous avez un résultat non standard qui implique quelque chose de standard, alors il y a une démonstration directement dans le modèle standard de cette chose-là. Donc ça ne va pas ajouter beaucoup. Donc ça aurait été l'argumentation il y a 20 ans. Il y a une ouverture, c'est intéressant de savoir ce qu'en pensent les matheux qui sont ici. Moi je pense qu'il y a une certaine ouverture vers les modèles non standards, et je crois qu'elle est motivée, à mon avis, par deux raisons. Il y a d'abord en fait le fait qu'on a des résultats qui sont des résultats obtenus par des méthodes non standards et qu'on ne sait pas encore, qui sont intéressants en tant que résultats standards et pour lesquels on n'a pas encore établi de démonstration non standard. On sait que c'est possible de l'établir, on peut le faire, mais enfin on ne l'a pas fait, alors qu'on a établi ces résultats par des méthodes non standards, et du coup on s'empresse de les utiliser. C'est vrai en arithmétique, en théorie additive, il y a des conjectures de Feynman dont on a une démonstration non standard et dont on n'a pas de démonstration standard, alors que l'énoncé, il est parfaitement clair. Hein. Bon, et il y a une seconde raison, à mon avis, qui est plutôt de nature pédagogique. Alors, je me lance, vous allez voir ce que c'est. Il y a une vingtaine d'années, on n'imaginait pas un enseignement de mathématiques qui n'était pas basé sur des constructions. C'est-à-dire, on construisait les réels à la Dedekind, ou on les construisait à partir des suites de Cauchy, on faisait des classes d'équivalence de suites de Cauchy, des choses comme ça. Et alors à ce moment-là, il y avait une double économie à ne pas introduire l'analyse non standard. D'une part, les étudiants étaient familiarisés avec, par exemple, les raisonnements sur les limites, qui est l'endroit sur lequel c'est le plus probant, si vous voulez, d'utiliser du non standard, parce que vous avez directement de l'infiniment petit qui vous évacue toute la partie limite. Donc il y avait une certaine économie. Bon, économiser les notions sur les limites, ce n'est pas une vraie économie, mais d'un autre côté, il y avait une dépense supplémentaire, c'est que comme on ne parlait que de choses que l'on savait construire, eh bien, il fallait construire aussi les modèles non standards. Et la construction de modèles non standards, ce n'est pas quelque chose de très simple. Ça se fait avec des ultrafiltres. Les ultrafiltres, c'est des machins qui utilisent l'axiome du choix.
c'est des trucs un peu bizarres, hein. C'est des parties de R qui ont des propriétés tellement fortes que finalement, sans l'axiome du choix, on ne sait pas les sortir. Comme l'axiome du choix est lui-même indécidable, enfin bon, on voit qu'on a des constructions qui ne sont pas très simples à faire gober à un étudiant. Alors maintenant, la situation est tout à fait différente dans le contexte pédagogique. Maintenant, on ne construit plus les nombres réels. Hein, on dit à nos étudiants, bon, les réels, on peut les construire. Cette construction est bien compliquée, et puis, in fine, les réels construits, ça se comporte exactement comme ce que vous imaginez d'un bon comportement des nombres réels. Continuez à calculer comme vous le faites, c'est très bien. Voilà, hop. Alors du coup, ça ne coûte pas non plus beaucoup plus cher de dire, bon, les infiniment petits, on peut les construire. C'est une construction qui est bien compliquée, mais in fine, les infiniment construits se comportent exactement comme vous pouvez l'imaginer. Et en outre, vous n'avez même plus besoin de vous embêter avec la notion de limite. Donc il y a en fait une certaine économie pédagogique qu'on n'a pas encore bien assimilée, mais à mon avis ça on l'assimilera dans 10 ans, qui consiste à dire, faisons de l'analyse non standard. Puisqu'on ne construit pas, ce n'est pas la peine de s'enquiquiner, puisqu'on admet que des trucs existent et fonctionnent bien, expliquons comment fonctionnent les infiniment petits, puis disons, on peut construire des infiniment petits qui fonctionnent de cette façon-là. Pourquoi continuer à mi-chemin à s'embêter avec une notion de limite alors qu'on ne construit pas les réels? Je me le demande. Enfin bon. Ça, c'était le troisième point, c'était quand même l'exception, si vous voulez, reprenons plutôt, laissons tomber cette partie pédagogique, mais reprenons l'exception tout de même sur les modèles non standards qui apportent effectivement quelque chose au quotidien du mathématicien. Alors, il y a aussi un point sur lequel on n'a pas du tout le même point de vue, après Gödel et avant, c'est clair, c'est la question du fini. En quelque sorte, la question du fini, vous pouviez dire, qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini? Un ensemble fini, c'est un ensemble qui a un nombre fini d'éléments, parce que vous savez les décompter, il y en a 25 et il y en a 37. Mais comme ça fait référence aux entiers, et que vous savez que maintenant les entiers, c'est un peu basé sur le sable, comme construction, il vaut peut-être mieux essayer de trouver une autre construction. Alors on revient à la construction proposée par Dedekind, qui est une construction dans Zermelo-Frankel, en disant qu'est-ce que c'est qu'un ensemble fini? C'est un ensemble qu'on ne peut pas mettre en bijection avec une partie stricte. Pour les ensembles finis, le tout est toujours plus gros que la partie. Donc c'est ça qu'on va appeler un ensemble fini. Bon, alors ça c'est pas... Alors en fait, si vous voulez montrer la solidité de ce genre de construction, encore une fois, il faut de l'infini actuel, il faut de l'axiome du choix, il faut plein de trucs. Solidité, toujours pareil, hein, solidité relative, solidité sous l'hypothèse que Zermelo-Frankel est consistant. Bien, donc ça c'est le point de l'infini. J'ai à peu près terminé. Je vais peut-être dire juste un mot sur l'intuitionnisme. Donc Brouwer n'a pas attendu Gödel pour développer au contraire les bases de l'intuitionnisme et de dire vraiment les contraintes, c'est quand même d'avoir quelque chose qui doit cadrer avec le réel plus. Donc vraiment, il y a une question d'ontologie derrière, on ne peut parler que de choses qui ont un sens, d'une certaine façon. Alors du coup, ça signifie qu'on évacue beaucoup de choses. Pour n'en citer qu'une, on évacue le tiers exclu. Alors, évacuer le tiers exclu, j'ai vraiment plus le temps, mais si vous voulez, en discutant, je pourrais vous en donner quelques exemples. Mais le tiers exclu, ça permet parfois d'affirmer l'existence de trucs qui n'ont pas un grand intérêt, ou de démontrer des théorèmes dont on peut se poser vraiment quelle est l'utilité. Juste pour les connaisseurs, je vous donne une chose, un théorème qui peut sembler vachement intéressant, l'hypothèse de Riemann, c'est une des grandes questions des mathématiques, je peux montrer le théorème suivant, il existe un nombre T0, tel que si l'hypothèse de Riemann est vraie jusqu'à la valeur T0, alors l'hypothèse de Riemann est vraie. Alors on a l'impression que c'est un théorème absolument fabuleux, et si on réfléchit, on se rend compte que c'est un théorème qui n'est rien du tout, c'est simplement du tiers exclu et c'est tout. Ou bien l'hypothèse de Riemann est vraie, tous les machins sont comme ça, alors vérifiez-le pour 1 et c'est vrai parce que le vrai implique le vrai. Ou bien c'est faux et à ce moment-là il y a un endroit où c'est faux, placez-vous juste un petit peu au-delà et donc vous aurez un contre-exemple. Et donc vous n'avez rien démontré du tout, avec un énoncé qui semble très agréable. J'en profite pour dire un mot sur l'effectivité parce que je n'aurai pas le temps de le dire après. Simplement, vous voyez bien toute la différence. Si on avait un énoncé qui nous dise « Vous voulez vérifier l'hypothèse de Riemann, il suffit de la vérifier jusqu'à 10 puissance 10 puissance 1500 », on serait vachement content. Bien sûr, il n'est pas question d'aller la vérifier jusque-là pour l'instant. Mais on aurait l'impression que là, on a établi quelque chose de solide. Vous êtes à peu près sûr, si vous avez moins de 40 ans, et si vous démontrez ça, d'avoir la médaille Fields. Donc c'est vous dire que ce n'est pas du tout la même notion d'avoir l'existence de quelque chose et d'avoir une valeur précise. L'effectivité est quelque chose qui est très important. Et donc c'est quelque chose qui prend une place tout à fait importante
notamment à la suite de Gödel, les questions d'effectivité. Bon, et puis une autre cause, je pense, de la désaffection donc de l'intuitionnisme, il y a d'abord ces contraintes qui font que c'est très difficile. Gödel lui-même s'est posé la question et a montré en fait que, alors bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire l'intuitionnisme, de mettre en l'air la règle du tiers exclu, c'est en fait dire en quelque sorte qu'une double négation n'est pas une affirmation. Mais vous avez une façon un petit peu automatique de transcrire un énoncé qui est un brave énoncé de la logique classique en énoncé de la logique intuitionniste en mettant là où il le faut des doubles négations. Et en fait, Gödel lui-même a montré que vous avez exactement les mêmes énoncés dans la logique classique et traduits dans la logique intuitionniste, bien sûr, en traduisant les énoncés à l'aide de doubles négations, comme il convient. Donc ça fait des énoncés un peu tordus. Puis une autre cause, c'est aussi le manque de naturel. Ça se veut naturel, finalement, l'intuitionnisme. Ça conduit à des choses bizarroïdes. Si vous avez une fonction continue sur R, qui est négative en un point et qui est positive en un autre, eh bien, vous ne pouvez pas affirmer qu'elle s'annule quelque part entre les deux points. Alors, pour ce qui est, par exemple, même aussi bien de la modélisation du réel, c'est pas terrible. Pour ce qui est de savoir, est-ce qu'on arrive à des modèles qui cadrent avec le réel, c'est pas clair non plus. Donc, il y a quand même là un peu quelques difficultés de l'intuitionnisme. Alors, le dernier point dont je veux parler, c'est la question de la calculabilité et des algorithmes. Alors, si vous essayez de voir, vous avez l'impression qu'il y a une grosse entourloupe derrière, parce que j'ai tenu quand même à vous dire un petit quelque chose sur la démonstration de Gödel. Bon, la démonstration de Gödel, on a dit on numérote les formules, mais finalement on numérote les formules, ça veut dire on associe aux formules un entier. Or, les entiers, c'est aussi une construction qui est sur le sable. On dit on dérive quelque chose avec un nombre fini d'étapes. Mais un nombre fini, c'est un truc qui est aussi un peu basé sur le sable. Alors, est-ce que je ne vous ai pas raconté des choses qui sont totalement contradictoires ? Alors, en fait, non, parce que la démonstration de Gödel, qui d'ailleurs lui-même, au début de son article sur l'incomplétude, explique comment il va procéder sur essentiellement ce que je vous ai raconté, fait bien attention ensuite de construire effectivement quelque chose qui sont des numéros et qui ne sont pas numéros AUX, et qui ne sont pas des entiers, et sur lequel effectivement il y a toute une démarche que l'on peut construire. Pour les questions pour le théorème d'incomplétude, pour la deuxième partie également, il y a une question de savoir trouver des fonctions dont les valeurs vont être exactement les énoncés qui sont dérivables. Bon, mais ces fonctions, il ne faut pas que ce soit n'importe quoi. Donc c'est des fonctions en quelque sorte qu'on peut construire, c'est ce qu'on appelle des fonctions calculables, fonctions récursivement primitives. Donc il y a en fait derrière quelque chose qui est beaucoup plus précis que ce que je vous ai dit. Il n'y a pas vraiment d'entourloupe derrière ça. Mais du coup, c'est poser la question de la calculabilité. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est calculable ? Et c'est quelque chose qui a été résolu. En fait, des réponses ont été apportées, simultanément d'ailleurs, par von Neumann, par Turing et par Gödel, en 1934, d'essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est calculable, qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose peut être obtenu à l'aide d'un algorithme. Turing, essentiellement, a construit des machines virtuelles, si vous voulez, une machine de Turing qui permet de faire ça, mais vous voyez aussi, il y a le nom de von Neumann derrière, et vous comprenez que derrière, il y a toutes les questions de programme, de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une machine programmable, et c'est toute cette réflexion qui a conduit maintenant à l'informatique. Et pour terminer, juste un mot avec les questions d'algorithmique. Les questions d'algorithme sont aussi des questions que se posait Hilbert. Le 10e problème de Hilbert, dont je vous avais dit que je dirais un mot, c'est le problème de savoir est-ce qu'on peut construire un algorithme, c'est-à-dire quelque chose, c'est presque comme une machine à résoudre. Est-ce que l'on peut construire un algorithme qui permette de résoudre toutes les équations en nombre entier ? Bon, c'est ce qu'on appelle les équations diophantiennes. Alors, la réponse est non. Elle a été apportée par Matiasevich à la suite de travaux de logiciens. Julia Robinson, pas Abraham Robinson dont j'ai parlé, et Matiasevich qui a mis la dernière main en 1970 à cette question de la réponse négative au 10e problème de Hilbert. Il n'y a pas de machine de Turing qui peut décider pour toutes les équations diophantiennes si elles sont résolues. Vous ne pouvez pas faire un programme dont la sortie qui sortira toujours quelque chose et qui vous sortira, oui, cette équation admet une solution ou non, elle n'en admet pas. Ce n'est pas décidable au sens des machines de Turing. Reste après la question de savoir est-ce que vous répondez exactement à la question de Hilbert ou non, c'est ce qu'on appelle la thèse de Church. Enfin, il y a encore pas mal de travail à faire, mais donc c'est un peu les aspects plutôt positifs qu'il y a eu sur
sur les conséquences de Gödel. Bon, écoutez, je crois que ça fait déjà longtemps que j'ai le crachoir. Voilà, merci.